Bonjour à tous, je suis Marie, la fondatrice d'Omum, et je vous propose de nous retrouver une fois par mois dans ce nouveau format où nous partageons autour des sujets de la maternité. Nous partageons des initiatives qui nous tiennent à cœur, par exemple, ou des rencontres avec des professionnels, des témoignages de mamans, ou simplement le partage de notre manière de vivre la maternité au sein de l'équipe Omum. Bonjour, bienvenue dans le podcast Instant Maternel, le podcast de l'équipe Omum. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Julien Québec, cosmétologue à l'origine du mouvement Slow Cosmétique. Bonjour Julien, je suis ravie de t'accueillir dans ce deuxième podcast Omum. Alors, je t'appelle Julien parce qu'on se connaît un peu puisque effectivement la marque Omum est mention Slow Cosmétique et c'est pour cette raison que nous avons décidé de te rencontrer pendant ce podcast. Peut-être peux-tu te présenter, je vais te laisser te présenter toi, j'ai parlé que de ton prénom, dis-nous qui tu es. Je suis Julien Québec, je suis plus connu pour l'essentiel de julien.com qui est mon blog à la base, et puis je suis un peu connu aussi pour les chroniques que j'ai pu faire à la télévision en Belgique, sur la RTBF ou en France sur France 5. Et puis, pour les livres que j'écris à propos d'une cosmétique plus raisonnable, et mon best-seller Adopter la slow cosmétique qui a fondé un mouvement en 2012. Et ce mouvement, aujourd'hui, c'est l'association Slow Cosmétique qui remet un label de qualité depuis 2013 à des marques comme Omum, des marques qui ont à la fois une formule propre, mais aussi un engagement plus général sur le marketing et la politique économique familiale d'une entreprise. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à construire tout ça, à ajouter brique après brique tout ce dont tu viens de nous parler? Tu as commencé par le blog, c'est ça? Quel est ton parcours pour en arriver là? Alors, c'est en fait un enchaînement d'événements. Au départ, moi, en effet, j'avais un blog, l'essentiel de julien.com, dans lequel je m'exprimais sur les cosmétiques, parce que c'est vrai qu'en tant que cosmétologue et aromathérapeute, j'étais choqué de voir la place assez pauvre qu'on laissait aux extraits de plantes comme les huiles essentielles dans les formules conventionnelles, parce que il faut bien se dire qu'en 2012, et encore aujourd'hui, malheureusement, l'écrasante majorité des cosmétiques conventionnels utilisent comme argument de vente la présence d'huiles végétales ou d'huiles essentielles, mais ces ingrédients sont noyés dans des océans de pétrole, de plastique, de polymères. Et c'est vrai que quand on connaît un peu la chimie cosmétique, on comprend parce qu'il faut un toucher agréable, il faut un cosmétique efficace, mais en même temps, on est très triste pour la noblesse finale du produit qui est finalement pas du tout présente. Et là, voilà, donc je disais tout ça déjà en 2011 sur mon blog, et j'en ai fait un livre parce que Jean-Pierre Corse, avec qui j'animais des chroniques ponctuellement sur RTL en radio belge à l'époque, me dit mais ce que tu fais là, c'est ce que j'ai fait pour la malbouffe. Et donc d'ailleurs, il a préfacé mon premier livre Adopter la slow cosmétique. Donc j'ai écrit ce livre, il a été publié chez Le Duc à Paris. C'est un livre qui est toujours disponible et qui est devenu un best-seller entre-temps. Et puis après du livre, le succès du livre a fait qu'une communauté s'est installée, notamment sur la blogosphère. De cette communauté est née l'association. Et ce n'est finalement que un an plus tard, fin 2013, qu'avec les membres de l'association bénévole, on s'est dit, on devrait remettre un espèce de label comme une étoile au guide Michelin à certaines marques qui correspondent à ce que tu décris dans le livre. D'accord. Et en effet, c'est ce qu'on a fait. Alors le label a pris un essor important parce que beaucoup de marques l'ont demandé. On a été les voir, voilà, il y a évidemment chaque année des dizaines de marques qui demandent la mention slow cosmétique et qui ne la reçoivent pas, mais il y en a aussi qui la reçoivent, parce qu'on a une grille d'examen qui s'est élaborée sur 80 critères. Et puis après, en 2015, autre enchaînement d'événements, là, c'est la demande des membres de nos communautés sur les réseaux sociaux qui nous a dit c'est bien joli tous ces jolis produits, mais ils sont très difficiles à trouver parce que la plupart des marques slow cosmétiques sont des marques artisanales qui sont souvent distribuées assez mal ou en région.
Et du coup, on a passé une convention avec une start-up de Roubaix dans le nord de la France. Et alors, la marketplace slowcosmetic.com s'est créée avec des marques qui le voulaient et qui ont ouvert une boutique sur cette place de marché pour que tout le monde puisse consommer de la slow cosmétique aux quatre coins de France, mais aussi d'Europe. D'accord, donc pour l'auditeur, donc la marketplace solcosmétique.com est donc une boutique en ligne où on peut trouver la majorité des produits porteurs de la mention slow cosmétique, c'est ça? C'est ça, voilà. Il y a 210 marques qui ont la mention slow cosmétique dans le monde et il y en a 170 qui sont sur la marketplace du mouvement où chaque marque lauréate peut ouvrir, si elle le souhaite, sa boutique. D'accord. Et tu dis justement 210 marques dans le monde, donc vous, du coup, vous avez des demandes de marques qui ne sont pas françaises pour avoir cette mention? Oui, parce qu'on est une association internationale, donc on félicite des marques après examen en Union européenne. Donc on en a en Espagne, en Grande-Bretagne, en Italie, en Belgique. Je crois que ça se limite à ça pour l'instant. Ensuite, vous avez le Canada et les États-Unis où il y a quand même une bonne quinzaine de marques labellisées. D'accord. Donc voilà, ça se centre assez bien sur le monde occidental, c'est vrai. On a également parfois des demandes qui émanent d'Afrique ou d'Asie, mais là, la réglementation cosmétique est plus floue. Et du coup, notre grille d'évaluation, qui est quand même assez stricte, s'applique assez mal. Et voilà, pour l'instant, il n'y a pas eu de marque labellisée en Afrique ou en Asie. C'est des projets sur lesquels on travaille. Et c'est vrai qu'il y a des marques qui existent là-bas aussi, qui sont naturelles. D'accord. Et justement, je rebondis sur ce que tu dis quand tu parles de grille, de 80 critères, tu as dit tout à l'heure aussi. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément comment et qui attribue ou décide d'attribuer la mention slow cosmétique à une marque? Alors, d'abord, on s'est fortement inspiré du guide Michelin pour les restaurants. C'est-à-dire que notre grille est confidentielle, mais par contre, on la regroupe en 4 piliers. Donc, le premier pilier, c'est l'écologie. Pour nous, il faut que le cosmétique soit écologique. Donc, on va examiner toute une série de points en rapport avec l'écologie. Est-ce que le produit pollue au niveau de sa formule? Est-ce que le produit est suremballé? Est-ce que le produit, s'il est emballé, l'est avec un plastique qui est recyclable ou avec du verre, etc., etc. Ensuite, on va parler du deuxième pilier, qui est celui de la santé. On veut un produit sain. Donc, on examine le produit au niveau de sa formule à ce moment-là surtout. Est-ce que ce produit contient des perturbateurs endocriniens ou pas? Est-ce que ce produit contient beaucoup de substances qui peuvent être irritantes ou pas? Et ainsi de suite. Et puis, il viennent 2 autres piliers. Le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle la cosmétique intelligente. Donc, on exige que les produits répondent aux besoins dermatologiques de base et pas au-delà. C'est-à-dire que, voilà, on va pas féliciter, par exemple, un produit ou une marque qui propose des soins qui auraient des vertus un peu magiques ou un peu exagérées au niveau des promesses. Et enfin, le dernier pilier, la cosmétique raisonnable. Là, c'est un examen qu'on fait sur le rapport qualité-prix, puisqu'en fait, les prix peuvent être élevés, mais ils doivent être justifiés au niveau de la qualité formule. Et puis, il y a aussi le marketing, les allégations, la publicité doit être raisonnable et l'actionnariat doit être familial et si possible artisanal. C'est-à-dire que la marque doit aussi maîtriser la fabrication d'une partie de ses produits, ce qui n'est pas toujours le cas, puisqu'en cosmétique, il y a beaucoup de marques qui font appel à des laboratoires extérieurs pour fabriquer. Mais dans ce cas-là, c'est possible aussi, mais il faut une transparence en fait sur ça. Et donc quand on s'est posé toutes ces questions, donc je disais je disais 80, mais en fait il y en a 86 pour être exact. Après, forcément, on arrive à une note qui est donnée par chaque juré indépendant, puisque chaque marque est examinée par au minimum 2 jurés bénévoles. Et après, le bureau va se réunir 3 à 4 fois par an, ça dépend des années, pour établir une note globale qui s'exprimera sous la forme d'étoiles. 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. D'accord.
Et les jurés donc sont à la fois des non-experts, donc le public, mais qui signent alors une convention avec l'association, et des experts. Donc il y a toujours au minimum un jury expert et un jury non-expert. Et le jury expert alors est quelqu'un qui connaît la réglementation, la listing fee et la cosmétologie. D'accord. Donc toute personne peut aller sur slowcosmetic.org, le site de l'association, et se proposer comme juré non expert ou expert selon son profil. D'accord. Et toi, en tant que, je ne sais pas si le bon mot est fondateur, mais en tant qu'à l'origine de ce mouvement-là, est-ce que tu es encore impliqué dans ces analyses de produits et de marques ou est-ce que Ah tu oui. t'es entouré Euh, pour justement pour pouvoir vaquer à d'autres occupations? non, ben, je me suis entouré, hein, donc évidemment à l'association, on a quand même pas mal de gens qui travaillent sur ce sujet. On a une coordinatrice générale, Constance à Paris, qui coordonne la chose un peu comme un chef d'orchestre. Moi, je préside le bureau, hein, donc la réunion finale, euh, parce que parfois il y a des arbitrages qui sont nécessaires. Et puis donc bah, le reste de l'équipe, c'est toujours donc une association qui est faite de consommateurs hein, et de bénévoles. On reste très indépendant des marques, hein, donc tu peux en témoigner. D'ailleurs, hein, Omum Bien sûr. n'a pas de droit de vote, même si Non. Omum est lauréate. Et voilà, l'équipe, elle est là, elle fluctue aussi d'une année à l'autre. Et comme je le disais, ben, on s'adapte aussi à la demande selon nos moyens, parce qu'en fait, maintenant, au départ, c'est nous qui allions chercher des marques pour les examiner, un peu comme fait le guide Michelin pour les restaurants. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a énormément de marques qui demandent le label Cosmétique et du coup qui viennent vers nous. Et du coup, on a déjà énormément de difficultés à gérer cette demande parce que Cet afflux, il faut voilà. bien vous, voilà, il y a quand même une moyenne annuelle, pardon, une moyenne mensuelle de 21 demandes par mois. D'accord. Donc, C'est si énorme. ça vous donne une idée, et l'évaluation d'une marque, ça prend 3 mois minimum. Hein, Oui. parce qu'il y a quand même l'examen aussi de tous ces dossiers information produit, de son packaging, de ses allégations. La mention sur cosmétique, c'est pas comme un label bio, parce que le label bio, il examine surtout la formule, et puis d'autres éléments aussi, le packaging, tout ça. Mais nous, en plus, on a toutes les allégations et la structure du capital de l'entreprise. C'est pas évident, du coup, ça prend du temps. D'accord. Et donc, si je résume les 4 piliers, donc il y a l'écologie, donc la planète, la santé, Oui, donc l'homme, la oui, cosmétique intelligente, c'est-à-dire de pas promettre un produit révolutionnaire qui n'en est pas un ou qui n'a pas de vraie application. Et puis la cosmétique raisonnable, c'est-à-dire, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis sur mon packaging, quoi. oui, si on Heu résume, c'est ça. et là, on voit effectivement, comme le montre le nombre de demandes de mentions, mensuelles et puis le nombre de nouvelles marques qui sortent sur le marché, on voit vraiment qu'on a pas mal de marques qui sortent et qui promettent monts et merveilles, pardon. On promet, des solaires qui n'endommagent pas la vie, océanique ou qui n'endommagent pas les coraux. On promet, des déodorants, qui révolutionnent le marché parce qu'ils sont plus sains que ce qui existe, ce qui a jamais existé. On promet plein de choses. Est-ce que, enfin, quelle est votre action, vous, mouvement Slow Cosmétique qui est engagé, hein? On connaît vos campagnes de pub contre le plastique en cosmétique. Quelle Oui. est votre pensée ou quelle est votre action, justement, sur toutes ces marques qui ont tendance à promettre beaucoup, sans donner beaucoup de preuves de ce qu'elles avancent? Alors, on travaille en effet sur des campagnes et donc depuis en fait maintenant 2 ans, on se limite à ces campagnes parce qu'avant, on avait tendance en effet à faire tout en même temps. Donc là, l'an dernier, on a en effet fait une grosse campagne contre les plastiques liquides dans les formules qui sont vraiment des ingrédients inconnus mais très problématiques pour l'environnement. Donc ce sont les silicones et les polymères qu'on trouve dans les gels douche, les shampoings, les après-shampoings surtout. Après, nous avons également des campagnes plus positives sur la cosmétique en région, Mmh. où on essaye de mettre en avant la proximité de certains talents cosmétiques en disant la slow cosmétique vit près de chez vous. En fait, il y a forcément une marque slow cosmétique dans votre région. Et puis, on a évidemment toutes ces campagnes sur certains types d'ingrédients ou certains types d'excès écologiques ou sanitaires. Mais
euh, par rapport à ta question sur les allégations, les fausses promesses, on n'a pas de campagne, puisque ça, c'est un peu notre fond de commerce. C'est-à-dire que sans cesse, on va répéter qu'il faut faire attention au greenwashing, d'une part, donc faire paraître un produit naturel alors qu'il ne l'est pas. Et ça, le meilleur moyen de s'en assurer, ben, c'est de lire la liste des ingrédients. Et puis, on essaye de sensibiliser le public aussi au brainwashing, donc le lavage de cerveau. Et là, bah, il y a tout un pack de choses à faire en tant que consommatrice ou consommateur pour ne pas se laisser avoir. Ça, c'est tenir beaucoup moins compte de la publicité, lire les étiquettes et la publicité, ce qui a écrit tout petit dessus, euh, réfléchir à chaque acte d'achat. Mais ça, ce sont des bases du mouvement slow cosmétique qu'on répète en fait au fil de nos communications, surtout sur les réseaux sociaux et aussi auprès de nos membres via la newsletter du mouvement. D'accord. Et vous avez des ambassadeurs Slow Cosmétique qui font des ateliers ou des animations pour les auditeurs ou auditrices qui seraient intéressés pour en savoir plus et rencontrer des gens qui peuvent leur parler de la Slow Cosmétique? Oui, alors il y a sur slowcosmetic.org, on trouve la liste de partenaires. Il y a d'abord des corners Slow Cosmétique qui sont en fait des points de vente physiques dans lesquels vous allez trouver au minimum 3 marques Slow Cosmétique à chaque fois. La plupart D'accord. du temps, il s'agit d'une dizaine de marques. Ça peut être des instituts de beauté, ça peut être une pharmacie, ça peut être une parapharmacie, un magasin bio, ça dépend. Après, vous avez aussi des ateliers qui sont listés en tant que partenaires sur le site officiel de l'association. Et les ateliers vous permettent de fabriquer un produit vous-même tout en apprenant un petit peu plus, en apprenant sur les ingrédients qu'on utilise, le gel d'aloe vera, les huiles végétales, des choses comme ça, des basiques de la cosmétique. Donc oui, c'est possible. Et puis après, bah, il y a quand même les marques cosmétiques aussi, Oui. comme Omum, qui ne racontent pas de bêtises et qui sont toujours intéressantes à suivre sur les réseaux sociaux ou dans la vie physique si elles sont distribuées en magasin. D'accord. Très bien. Et est-ce que tu as un message particulier à passer à nos auditeurs ou nos auditrices, sachant qu'en tant que marque spécialiste de la maternité, on a peut-être des femmes enceintes ou des jeunes mamans en majorité qui vont écouter notre interview? Ben, oui, j'en ai plusieurs. D'abord, le premier message, il s'adresse à tout le monde, c'est que on peut vraiment agir avec son portefeuille de consommateur. C'est-à-dire que l'acte d'achat d'un cosmétique, que ce soit un savon, un déodorant, un dentifrice, une crème de jour, ça compte. Ça compte pas énormément, mais comme dit Pierre Rabhi, c'est une petite goutte pour le colibri par rapport à l'incendie de la forêt. Et c'est vrai que parfois on a tendance à penser que la cosmétique c'est superficiel, c'est pas très important. Surtout les hommes. Les hommes ont tendance à dire oh ben moi je suis pas trop concerné, mais si, parce qu'en fait tout le monde utilise un minimum de 3, 4 cosmétiques par jour. Et donc il faut vraiment prendre conscience en tant que consommateur, on peut vraiment agir parce que parfois on se sent un peu comment dire désemparé par rapport à la crise écologique et qui est là. Donc ça c'est mon premier message. Après mon deuxième message, il s'adresse plus aux femmes enceintes ou aux jeunes mamans. C'est vraiment important de ne pas dramatiser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir trop peur non plus de la cosmétique conventionnelle, mais il ne faut pas non plus s'y jeter à corps perdu parce que le principe de précaution, c'est vraiment pour les femmes enceintes qui prend tout son sens. Aujourd'hui, on sait que certains ingrédients euh, sont sans danger pour la femme enceinte et par rapport à d'autres ingrédients, on a des doutes. Et ces doutes, ils s'expriment même dans la réglementation parce que la réglementation, elle a évolué ces 12 dernières années. On voit que les perturbateurs endocriniens ne sont plus traités de la même façon. Les doses autorisées, par exemple, de phénoxyéthanol, eh bien, elles ont évolué. Et donc, le cadre légal, il n'est pas figé. Et c'est pour ça que nous, on incite vraiment les femmes enceintes à, à appliquer le principe de précaution sans dramatiser, mais quand même, parce que elles sont particulièrement concernées, puisqu'en fait, elles vont mettre au monde un être vivant qui est particulièrement fragile à ce stade de la vie. Donc, il faut prendre conscience de ça aussi
Et je pense qu'elles ont raison de se tourner à ce moment-là, souvent, vers le naturel, hein, parce que voilà, elles se tournent surtout vers la slow cosmétique à ce moment-là, mais elles ne doivent pas en avoir peur, parce que beaucoup de femmes enceintes ont peur du naturel à cause des huiles essentielles, de tout ce qu'on peut entendre. Elles doivent certes se renseigner, certes appliquer le principe de précaution, mais ne pas avoir peur, ne pas dramatiser, parce que d'office, avec des marques Homom ou d'autres marques de cosmétiques, eh bien, elles ont raison de le faire parce que elles se protègent et elles protègent leur enfant à venir. Oui. Très bien, mais merci beaucoup Julien pour toutes ces réponses apportées à nos questions. J'espère qu'elles Mais merci à vous. auront donné à ceux qui vont nous écouter et celles qui vont nous écouter l'envie d'aller sur les différents liens qu'on a cités pour se renseigner, si ce n'est pas déjà fait, sur la slow cosmétique et les marques slow cosmétiques. Et puis à bientôt alors. Mais avec plaisir et beaucoup de bonnes continuations, de bons succès avec Homom pour les mois qui viennent. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour découvrir ou redécouvrir, pour certaines, le mouvement Slow Cosmétique. Merci pour votre écoute et à très vite sur le podcast Instant Maternel.